Bienvenue à Fenêtre sur le cosmos. Cette semaine, nous parlons du système solaire, partie 2. L'histoire des constellations remonte bien avant les Grecs. Elles sont présentes dans toutes les cultures du monde. La voûte étoilée s'est toujours offerte à la contemplation de l'homme et le cerveau humain, étant naturellement doué pour reconnaître des formes, il n'est pas surprenant que l'on ait regroupé les étoiles voisines pour former des figures. Les 88 constellations que nous connaissons aujourd'hui ont été définies par l'Union astronomique internationale en 1930. Elles sont cependant, pour la plupart, directement inspirées des constellations grecques, telles que les a décrites l'astronome Ptolémée dans l'Almageste vers l'an 150. L'Almageste rassemble les connaissances astronomiques et mathématiques de l'époque. Le savoir astronomique avait été popularisé par l'œuvre poétique d'Aratus, Les Phénomènes, écrit dans la première moitié du IIIe siècle avant notre ère. On sait, d'après l'astronome Hipparque, que les phénomènes sont pour majeure partie la versification du traité des phénomènes du mathématicien et astronome Eudoxe, écrit peu avant le milieu du IVe siècle avant notre ère, qui ne nous est pas parvenu. Les écrits d'Eudoxe contiennent donc une des premières descriptions du ciel selon les Grecs. Bon, alors nous sommes rendus à la deuxième partie concernant le système solaire. On parlait du Soleil, qui est notre étoile. Ensuite, des planètes telluriques, dont Mercure et Vénus. Maintenant, nous sommes rendus à la Terre. Effectivement, notre belle boule bleue, qu'on appelle la planète bleue, eh bien, son diamètre équatorial est d'environ 12 742 km. Alors, ça en fait la plus grosse de toutes les planètes telluriques. On sait tout le monde que son année, sa révolution, sa période de révolution est de 365 jours et un quart. Et la distance, eh bien, c'est environ 150 millions de kilomètres. Et ça, il y a une mesure facile qu'on peut prendre. On appelle ça une unité astronomique, la distance entre le Soleil et la Terre. Alors, par après, et on sait qu'une unité astronomique, c'est 8 minutes. Alors après ça, si on veut savoir le temps qu'une transmission radio pourrait prendre, bien, c'est plus facile en travaillant en unité astronomique. Et notre journée, bien, sa période de rotation, c'est 23h56 minutes, on le sait ça. Et l'inclinaison à l'équateur, eh bien, c'est 23 degrés 43, et c'est un peu ce qui nous amène nos saisons. Et la composition de l'atmosphère, bien, c'est principalement à 78 d'azote, et le restant, environ 21 d'oxygène. Et après ça, il y a plusieurs traces d'autres gaz là, qui sont présents. La température moyenne, eh bien, c'est 15 degrés. C'est plus froid qu'on pensait. Mais grosso modo, ça peut jouer de moins 50 à plus 50, dans les extrêmes là, qu'on peut avoir. Et par la suite, bien, si on regarde maintenant notre Lune, qu'on a déjà parlé d'ailleurs, eh bien, son diamètre est d'environ 3476 km à l'équateur, ce qui veut dire environ 27 du diamètre de la Terre. Et sa distance par rapport à nous, en moyenne, 384 000 km. Alors, c'est quand même une des bonnes lunes, mais ce n'est pas la plus grosse lune du système solaire. Et l'autre planète, qui est la planète rouge. Et oui, eh bien, notre fameuse planète Mars. La planète Mars, c'est probablement la planète la plus visitée, à part la Terre, naturellement, de tout le système solaire. Alors même qu'à un certain moment, on pourrait même dire que Mars est habité, mais par des robots, par des sondes, et par des sondes au sol et des sondes en orbite. Au niveau de sa révolution, alors ça veut dire son année, eh bien, c'est d'environ 1,88 années. Et sa distance moyenne est d'environ 228 millions de kilomètres. Ça veut dire 1,5 unités astronomiques.
Et sa rotation sur elle-même, sa journée, dans le fond, eh bien, est de 24 heures 37 minutes. Et ça ressemble énormément à ce qu'on a, nous, sur la Terre quand même. L'atmosphère de Mars est composée environ de 95 de dioxyde de carbone ou du CO2. Alors, on voit tout de suite que ce n'est pas de l'air qu'on pourrait respirer facilement, et 3 d'azote. Alors, on se rappelle que sur la Terre, c'était principalement de l'azote qu'on avait et ensuite un peu d'oxygène. Mais ici, c'est du CO2 en premier et un peu d'azote. Mais une question que bien souvent qu'on entend parler ou qu'on me demande souvent lors des animations planétarium, pourquoi est-ce que Mars, elle est rouge? Eh bien, elle est rouge parce que la surface est composée de fer et ce fer-là, avec le temps, a rouillé et c'est de là que vient sa couleur rouge. Mais c'est intéressant, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup exploré Mars depuis, mettons, 2 décennies facilement. Là. Il y a beaucoup de robots qu'on a envoyés vers Mars. Peut-être nous parler, mettons, des principales missions, là. En fait, la première mission qui est allée en direction de Mars, c'était Mariner 4 en 1965. C'est elle qui nous a ramené les premières images de Mars et qui nous a dévoilé que finalement, les grandes structures qu'on pensait créées par la main d'un être humain, eh bien, c'était pas le cas, c'était des structures naturelles. Et si on regarde les dernières missions, celle qui est en cours présentement, c'est la sonde Curiosity qui est là depuis de très nombreuses années et qui nous montre toute la variété là, du terrain qu'on peut voir à la surface de Mars. On peut voir que sur Mars, on a une géographie qui ressemble énormément à la Terre, hein, avec toutes les érosions, les montagnes et tout ça. Et on vient juste d'envoyer, il y a peut-être un mois ou deux, une nouvelle sonde qui va avoir comme mission, justement, de découvrir la vie sur Mars. Et c'est la sonde Persévérance qui devrait arriver en février 2021. Et elle va être envoyée dans un cratère bien spécifique parce qu'on se dit que finalement, s'il y a eu de la vie, eh bien, c'est dans un endroit, un ancien lac, qu'on pourrait la retrouver, cette fameuse vie. Est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars? Effectivement, l'eau, présentement, elle est gelée, mais elle a déjà eu de l'eau. Un peu. Et on pense qu'on en a déjà eu en quantité suffisante pour ressembler même à la Terre. Et c'est quand même intéressant parce que cette eau-là a amené de l'érosion. Cette eau-là a laissé des traces qu'on peut voir maintenant dans la géographie de Mars. D'ailleurs, Mars possède la géologie la plus extrême. C'est elle qui possède les montagnes les plus grosses. Exemple, le mont Olympe, qui a une élévation de 24 km et qui a une base d'au-delà de 400 km de large. Alors, c'est énorme. Et les vallées les plus grandes, là. Alors, juste vallée Marinaris, qui est comme une grosse cicatrice sur Mars, eh bien, parce qu'il ne faut pas oublier que Mars a quand même juste 6794 km de diamètre et elle a une vallée qui en a 4000 km de long. Fait que si on transpose ça sur la Terre, ça serait l'équivalent de... Bien, ça serait quasiment d'un bout à l'autre du Canada. Bon, Mars, est-ce qu'elle possède une ou des lunes? Oui, en fait, on n'a pas parlé même des autres planètes. Mercure et Vénus ne possèdent aucune lune. Tandis que, ouais, la Terre, on sait que la Lune, on en a parlé même, mais Mars, justement, possède 2 lunes. Mais ce sont 2 très petites lunes. Et étant donné qu'elle est juste en bordure de la ceinture d'astéroïdes, qu'on va voir bientôt, eh bien, c'est probablement 2 petits astéroïdes qui ont été capturés et leurs dimensions sont d'environ une dizaine de kilomètres, là, ce qui fait en sorte qu'elles ne sont pas sphériques, hein, comme dans les critères pour être une planète. Là, où, bien, pour avoir une sphéricité, ça prend un certain diamètre, au moins aux alentours de 2000 km. Saviez-vous que la Lune tourne sur elle-même? Mais pourquoi présente-t-elle donc aux terriens toujours le même visage? Rappelons d'abord que cela n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps très lointain, bien avant l'humain, où la Lune n'avait pas de face invisible pour les créatures terrestres, tournant sur elle-même plus vite qu'aujourd'hui,
Elle déroulait, nuit après nuit, et en fonction de l'éclairage du Soleil, l'ensemble de sa surface aux yeux d'un observateur placé sur notre planète. Mais le jeu d'attraction entre Terre et Lune a progressivement conduit à leur rotation synchrone, une situation très fréquente, presque inéluctable entre les lunes et les planètes du système solaire, et probablement au-delà. De quoi s'agit-il? On parle de rotation synchrone lorsqu'un satellite fait une rotation sur lui-même dans le même temps qu'il orbite autour de l'astre. C'est le cas du système Terre-Lune. Cette synchronie est le résultat d'une longue influence réciproque entre la Lune et la Terre, liée à l'attraction universelle entre deux corps décrite par Isaac Newton. Cette attraction gravitationnelle ne se contente pas d'influencer la marche des océans terrestres. Ces forces de marée déforment aussi subtilement la géologie des deux astres. L'effet de couple exercé sur ces protubérances aboutit à une synchronisation. Bon, maintenant, on continue de notre voyage à l'intérieur du système solaire en direction de l'espace infini. Maintenant, après Mars, il y a une autre planète, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Entre les deux, il y a quelque chose, il me semble. En fait, avant d'arriver à Jupiter, la section des planètes joviennes, eh bien, on a la ceinture principale d'astéroïdes qu'on appelle. Et c'est un endroit où il y a des milliers de petits débris qui sont pas mal tous connus, mais on évalue qu'il aurait dû y avoir une planète là. Et c'est probablement la gravité importante de Jupiter qui a empêché ces morceaux-là de se coller ensemble et de former cette dite planète-là qu'on pense qu'il aurait dû avoir là. Dans la ceinture d'astéroïdes, il y a plusieurs types d'astéroïdes, tels que des Troyens, qu'on appelle. Bien, ce sont des astéroïdes qui sont sur l'orbite carrément de Jupiter et qui sont dans des points de stabilité de Lagrange et qui tournent avec Jupiter. Alors ça, c'est un peu particulier. Et il y en a des milliers qui tournent carrément entre Mars et Jupiter. Elle a une certaine épaisseur, j'imagine. C'est pas sphérique, j'imagine. La ceinture a quand même une certaine épaisseur. Oui, effectivement, ça a une certaine épaisseur. Alors, c'est sûr que c'est pas sphérique, ça forme pas une bulle là, ou un à nuage, l'intérieur. de matière, oui. Bien, c'est comme un nuage, mais qui suit l'écliptique. Alors, on continue notre voyage. Oui, bien là, on est en train de sortir de la ceinture d'astéroïdes et on rencontre la majestueuse planète Jupiter. Oh, est-ce qu'on tombe dans les planètes joviennes? Bien oui, c'est ça, c'est la première, justement, OK. qu'on peut apercevoir. Cette énorme planète gazeuse qui est finalement la plus grosse planète de tout le système solaire, avec un diamètre équatorial de 142 800 km. C'est énorme. Et c'est à peu près 10 fois plus gros que la Terre, ça? C'est 11,2 fois celui de la Terre. OK, c'est bon. 0,2. Vous avez bien fait vos classes, M. Claude. C'est ça. Et son atmosphère a 78 d'hydrogène. Et par la suite, il y a de l'hélium et d'autres méthane et d'autres gaz comme ça. Et ces différents gaz-là, on peut les apercevoir lorsqu'on regarde Jupiter dans un télescope par les bandes de couleurs qu'on voit à la surface. J'ai entendu parler dans certaines chroniques que Jupiter serait une étoile manquée. Oui, si elle avait été seulement un peu plus massive, elle aurait pu être une étoile. Et rappelons-nous ce qu'est une étoile. Hein? Eh bien, c'est pas juste la grosseur. Il faut qu'elle ait une masse suffisante pour que de la fusion nucléaire se produise dans son cœur. Et à ce moment-là, ça produit de la chaleur, ça produit de la lumière. Qu'on ait juste une étoile dans le système solaire, c'est un cas un petit peu spécial. Parce que dans l'univers, dans notre galaxie, la majorité des étoiles ne sont pas seules. Elles sont doubles, ou triples, ou quadruples même. Alors, c'est ça. Donc, nous, notre cas, on a une étoile et je pense que c'est mieux comme ça pour nous permettre d'être ici aujourd'hui pour en parler. Ce
qui est intriguant de Jupiter, moi, ce qui m'intrigue toujours, c'est la fameuse tache rouge. C'est dû à quoi? Ça a commencé quand? Ça va-tu finir un jour? Bien, on ne sait pas quand ça a commencé. On sait que la première fois qu'on l'a vu, en fait, c'est Galilée, aux alentours des années 1609, qui a regardé Jupiter avec une petite lunette. Les lunettes astronomiques existaient, mais apparemment qu'on ne s'en servait pas pour regarder les étoiles. Alors lui, il a regardé Jupiter et Saturne et il a découvert la grande tache rouge et ainsi que les 4 lunes galiléennes là, qui tournent autour de Jupiter. Mais Jupiter a beaucoup plus que 4 lunes quand même. Et je ne m'avance plus à dire le nombre de lunes autour de Jupiter parce qu'on en découvre à tous les ans. Saturne et Jupiter, qui ont les plus nombreuses lunes, en ont 79, 80 et plus. Donc, dans 2 ans, probablement, si quelqu'un regarde notre émission, bien, ça va être rendu ça à va être d'autres dépassé encore. chiffres. Là, ouais. Mais pour revenir à la tache rouge rapidement, ça a quelle grosseur? Est-ce que c'est plus gros que la Terre? Si on essaie d'évaluer ça, elle rapetisse et elle grossit. Mais grosso modo, on dit que ça joue entre 2 et 3 fois le diamètre de la Terre. OK. Alors, c'est quand même énorme. Et sa couleur aussi peut varier avec les années, avec le temps. Mais ce qui diminue revient. C'est quoi le phénomène qui fait qu'on voit une tache rouge? Eh bien, c'est une immense tornade. Et étant donné qu'il n'y a pas de surface solide, que ce n'est que des gaz, eh bien, il n'y a pas grand-chose pour la freiner. Alors, tandis que sur Terre, on le sait que quand un ouragan qui est dans l'océan vient frapper la Terre, eh bien, elle change de catégorie, sa catégorie diminue rapidement. Jupiter tourne une fois autour du Soleil à toutes les 11,86 ans. Et elle se situe à 778 millions de kilomètres, soit environ 5 unités astronomiques. Et sa journée, c'est là que c'est un peu surprenant. Sa journée à l'équateur, eh bien, c'est 9h50 minutes. Alors, c'est plus vite, pas mal plus vite. Pour une planète si grosse, eh bien, c'est beaucoup plus vite que qu'est-ce qu'on peut voir sur la Terre. La planète Vénus tourne sur elle-même à contresens. La rotation de Vénus est inversée par rapport aux autres planètes du système solaire. Les planètes du système solaire tournent toutes sur elles-mêmes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand on les regarde depuis le pôle Nord, sauf Vénus. Les scientifiques pensent que ce serait dû au renversement de son axe de rotation de 180 degrés. Mais la cause est encore spéculative, effet de la friction de la planète avec son épaisse atmosphère, entraînant un déséquilibre ou collision avec un astre géant pendant la formation des planètes. Autre étrangeté, la journée vénusienne dure plus longtemps que son année. Si la rotation de Vénus sur elle-même dure l'équivalent de 243 jours terrestres, la révolution complète de Vénus autour du Soleil s'effectue en 224 jours. OK, maintenant, prochaine planète gazeuse, je pense que c'est la plus belle. Oui, bien en fait, c'est Saturne et c'est le Seigneur des Anneaux. Et ces anneaux intriguent, émerveillent. On le sait, nous, au planétarium, quand des visiteurs viennent nous voir, ils veulent voir les anneaux de Saturne. Hein? Puis ils ne veulent pas les voir sur une photo, ils ne veulent pas les voir sur une télévision, ils veulent les voir avec leurs yeux dans le télescope. Alors, c'est l'opportunité qu'on peut leur offrir. Alors, Saturne, qui est cette belle planète jaunâtre, qui a un diamètre d'environ 120 000 km, et ça veut dire environ 9,3 fois celui de la Terre. On a vu tantôt que Jupiter était à 11 fois et un petit peu plus. Et l'atmosphère, eh bien, ressemble énormément à Jupiter, environ 88 d'hydrogène et 10 d'hélium, et après ça, des miettes avec d'autres gaz. Et sa température, eh bien, un peu comme celle de Jupiter, ça joue dans les moins 180 degrés. Alors, c'est extrêmement froid. Alors, on s'aperçoit que plus on s'éloigne du Soleil, eh bien, plus les températures sont froides. Et elle prend 29,4 années à faire le tour du Soleil une fois. Donc, c'est extrêmement lent.
est à 1,4 milliard de kilomètres, soit environ 9,5 unités astronomiques. D'accord. Et sa période, sa journée, sa rotation sur elle-même est d'environ 10 heures 14 minutes. Alors, elle aussi, elle tourne très rapidement sur elle-même. On parle d'exploration spatiale également. C'est que Saturne a été exploré par diverses sondes. Pioneer 11 a visité Saturne en 1979. Quelques années plus tard, eh bien, Voyageurs 1 et 2 arrivaient dans les parages et faisaient des découvertes fantastiques. Et par la suite, la sonde Cassini-Huygens est arrivée dans les parages pendant plusieurs années et ça fait juste quelques années là, qu'elle est hors de service. Et elle nous a fait découvrir d'innombrables lunes supplémentaires autour de Saturne. Avant, on n'en avait pas tant que ça. Elle avait même une sonde qui s'appelait Huygens qui est allée atterrir sur Titan, la plus grosse lune de Saturne, sur laquelle on a découvert un monde qui ressemblait à la Terre. On voyait des lacs, des rivières, on voyait des montagnes. Sauf qu'à moins 180 degrés, eh bien, on comprend que ce n'était pas de l'eau qu'il y avait dans les rivières et dans les montagnes, c'était du méthane liquide. OK. Maintenant, les anneaux de Saturne, pourquoi sont aussi brillants? Pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup d'anneaux comme ça? Bien, en fait, si on voit si bien les anneaux de Saturne par rapport à celles de Jupiter, Uranus et Neptune, parce qu'elles aussi, elles en ont des anneaux, mais on ne peut pas les voir. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'elles sont faites de roches, de terre et un peu de glace. Tandis que celles de Saturne, eh bien, ne sont à 99 % que de glace. Et c'est la raison pour laquelle la glace reflète la lumière du soleil et ça nous permet de les voir excessivement bien. Et la glace, d'où elle arrive, eh bien, elle a été probablement produite par une lune de glace qui serait venue un petit peu trop près de Saturne. Et à ce moment-là, les forces de marée ont fait éclater la lune de glace en des milliards de petits morceaux de glace et se sont mis à tourner autour de Saturne. Nous arrivons aux confins du système solaire. Alors maintenant, prochaine planète, c'est... Eh bien, c'est Uranus. Voilà. Alors, encore ici, planète jovienne qui possède un petit anneau. Et la grande particularité, c'est que l'axe de rotation de la planète est couché sur son orbite. Alors, encore ici, probablement dû à une collision énorme avec un autre corps dans le système solaire qui l'a fait coucher sur son orbite. Et on dit qu'elle ne tourne pas autour du Soleil, elle roule autour du Soleil. Ah, oui. Ouais, en tout cas, c'est une manière de le voir. Alors, son diamètre est de 51 120 km, ce qui est environ 4 fois celui de la Terre. Alors, c'est quand même relativement gros. Et son atmosphère, 83 % d'hydrogène et 15 % d'hélium. Et c'est ça. On voit que les planètes joviennes ont la même composition, à peu près toutes, semblable entre elles et avec le Soleil. Et la température, eh bien là, on est rendu vraiment froid, à moins 221 degrés. Oui, là, ça commence à être plutôt frisquet. Et sa révolution autour du Soleil, eh bien, c'est 84 ans. Et la distance moyenne, 2,8 milliards de kilomètres, soit 19 unités astronomiques. Elle tourne sur elle-même, sa rotation est de 16 heures,6 heures. Ces saisons durent 16 ans chacune. En plein été, eh bien, la partie éclairée va être éclairée pendant 16 ans de temps. Alors, c'est peut-être une place pour aller passer nos étés. Ouf! C'est la première planète qui a été découverte avec un télescope. On continue notre grand voyage pour arriver à la dernière planète qui est... Oui, Neptune, la belle Neptune, avec un diamètre de 49 528 km, légèrement plus petite qu'Uranus, avec 3,9 fois la Terre, composée aussi d'hydrogène, d'hélium et plein de choses. Et sa température est à moins 230 degrés. Et la particularité sur Neptune, c'est qu'elle a une grande tache, elle aussi, une grande tache sombre,
qui a à peu près la même forme que celle de Jupiter. Et elle prend, imaginez-vous, 164 ans à faire le tour du Soleil une fois. Oh! Elle est à 4,5 milliards de kilomètres, soit 30 unités astronomiques. Sa journée est de 18 heures. Alors, on voit que toutes les planètes joviennes sont extrêmement rapides. Hein? Et juste pour terminer, ce qu'il y a de vraiment extraordinaire ici, c'est que c'est la première planète qui a été découverte par calcul, par Leverrier. C'est lui qui avait évalué qu'il y avait une anomalie dans l'orbite d'Uranus. Et pour ça, il estimait qu'il y avait une autre planète qui venait jouer dans son orbite, qui venait jouer dans les paramètres. Et par calcul, Leverrier a déterminé qu'il y avait une planète. Alors, suite au calcul de Leverrier sur l'anomalie d'Uranus, eh bien, un monsieur, Johann Gall, en 1846, réussit à trouver la fameuse planète Neptune. Par la suite, il y a eu une guerre qui s'est déclarée entre la France et l'Angleterre. Et c'est ça, la paternité a été un problème à régler. Mais c'est ça, le premier qui l'a vu, c'est Johann Gall, en 1846. Alors, Claude, je pense qu'on a fait un tour d'horizon du système solaire. En grande partie, disons que c'est quasiment un résumé parce qu'il y aura beaucoup de matière à rajouter là-dessus. Alors, si vous voulez en savoir plus, venez nous rencontrer au Planétarium à Saint-Félicien. Alors, c'est facile pour nous trouver, planétarium-saint-félicien.com.